Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance d'une bataille après l'autre. Le film étant assez long, ce que je vous propose, c'est de faire vraiment une présentation courte en vous donnant deux, trois informations sans trop dévoiler le film. On le regarde et puis pour ceux qui le souhaitent après, on fera une lecture, un développement plus prononcé du film. Simplement vous dire que pour présenter Paul Thomas Anderson, c'est un cinéaste américain né en Californie en 1970, qui a commencé à tourner dans les années 90. Il a fait beaucoup de clips, il est passé au long métrage au milieu des années 90 avec Hard Hate puis Boogie Nights. C'est quelqu'un qui fait partie de la génération des Tarantino par exemple. Voilà, c'est cette même génération qui a commencé fin des années 80, début des années 90. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup relié, qu'on a beaucoup comparé au début de sa carrière, d'abord à Martin Scorsese. Ça a d'abord apparu comme une influence forte chez lui, et puis surtout à Robert Altman. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent Robert Altman, c'est un cinéaste un peu moins réputé malheureusement aux États-Unis, mais qui était connu pour ses récits coraux avec de nombreux personnages, de nombreuses pistes narratives, un certain goût pour la complexité de récits, l'ampleur romanesque, etc. et qui a fait partie du nouvel Hollywood. Donc Paul Thomas Anderson, il est un peu héritier de ces années 70. L'idée de garder au cœur du cinéma américain une certaine forme de complexité, des personnages profonds, étonnants. Il y a chez lui, il a été beaucoup remarqué pour des films pour la phase, je dirais, un petit peu plus récente de sa filmographie, des films comme The Master, Phantom Thread, etc., Inherent Vice. Et là, avec une bataille après l'autre, il adapte pour la deuxième fois un romancier américain qui s'appelle Thomas Pynchon. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est lui réputé pour ses odyssées un peu déglinguées au cœur de l'Amérique, des récits tentaculaires avec encore une fois de nombreux personnages, une narration parfois un peu embrumée, et c'est la deuxième fois que Paul Thomas Anderson l'adapte après Inherent Vice. Voilà, là c'est le roman Vineland qu'il adapte pour une bataille après l'autre. Il parle d'une adaptation libre. C'est-à-dire qui ne cherche pas à être la plus fidèle possible. D'ailleurs, Vineland revenait sur le militantisme, l'activisme des années 70 en montrant en regardant la charnière entre les années 70 et le début des années 80, l'arrivée de Reagan au pouvoir. Le récit du film se plaçait sur cette charnière, du livre, pardon. Et le film déplace encore une fois ce récit, qui observait la façon dont les luttes avaient été un peu remises en cause dans les années 80 par l'arrivée de Reagan au pouvoir. Le film déplace ça entre, 2010 et aujourd'hui. Donc il y a une espèce de déplacement temporel du roman vers aujourd'hui. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que le film regarde vers les années 70. Il y a quelque chose des années 70 qui passe, qui renaît, un certain rapport au nouvel Hollywood aussi, à une façon à cette décennie des années 70 où le cinéma américain n'avait pas été le même, avait atteint une sorte d'âge adulte incroyable, et aussi encore une fois des questions d'ambiguïté assez fortes. Et c'est cette façon aussi de revenir vers des motifs, des personnages, des actions comme ça qui sont très liées aux années 70, qui est importante ici. Vous allez voir, le film nous parle d'activisme et surtout, ça on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais il a un rapport à la politique actuelle qui est tout à fait étonnant. À la fois, il réveille quelque chose des années 70 et en même temps, il va traiter ce qui se passe en ce moment
aux États-Unis, à savoir une polarisation extrême du débat politique qui est du champ politique même, qui est en œuvre depuis assez longtemps, depuis voilà, le premier mandat de Trump. En quelque chose s'est creusé, quelque chose s'est accentué aux États-Unis, une polarisation des forces en jeu, une opposition toujours plus forte et le spectre d'une sécession, voilà, qui a hanté le pays depuis très longtemps. Et le film a été beaucoup mis en rapport récemment avec Eddington de Harry Astor. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais qui était un néo-western comme ça dans une petite ville du Nouveau-Mexique où on voyait la communauté se déliter sous le coup des idéologies, des nouveaux moyens de communication, etc. Et Harry Astor jouait beaucoup de l'ambiguïté. Paul Thomas Anderson, il se trouve qu'il est très en phase avec aujourd'hui avec ce film parce que il joue justement l'affrontement, la polarisation, la réduction du champ politique à deux forces qui s'affrontent, des forces progressistes et des forces plutôt réactionnaires. Vous allez le voir dans le film, sans pour autant verser dans le manichéisme. C'est ça qui est très intéressant avec ce film, polarisation des forces politiques sans tomber dans le manichéisme, mais au contraire en montrant comment les deux camps s'affrontent. Alors le film est une grande course-poursuite à travers les États-Unis. Je ne vous en dis pas plus. On regarde et puis on en rediscute après pour ceux qui le souhaitent. Voilà, bon film et puis à tout à l'heure. Ce que je ne vous ai pas dit au départ, et je m'empresse de le rattraper maintenant, c'est que le réalisateur de ce film, Paul Thomas Anderson, il a réalisé depuis les années 90 une dizaine de films. Je crois que c'est son 10e long métrage précisément. Il a jusqu'à maintenant opéré dans une économie qui est celle du cinéma indépendant américain. Cinéma indépendant, donc voilà, un peu, non pas complètement coupé d'Hollywood, mais une sorte de marge. Voilà, il était dans cette économie-là jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des films à budget relativement modeste, on va dire. Même son film le plus, voilà, le plus imposant, le plus ambitieux jusqu'à maintenant, There Will Be Blood, n'était pas un énorme budget, il faut bien le dire. Et là, une bataille après l'autre marque un dépassement de seuil. Enfin, voilà, il franchit une étape puisque c'est un film produit par un grand studio hollywoodien, la Warner, et qui est un film à très gros budget. On dirait c'est une économie de blockbuster. Hein, c'est un film à plus de 200 millions de dollars, donc l'équivalent de ce que pourrait être un film de super-héros Marvel ou autre, un gros film, quoi. Voilà. Donc c'est un budget conséquent et c'est voilà, une étape pour Paul Thomas Anderson qui s'ouvre nécessairement avec un tel budget à un plus grand public, à une audience plus large. Et on ne peut être que frappé par voilà, l'économie du film, hein, cette économie de blockbuster. Et ce qu'il a essayé de faire au sein de cette économie, c'est un film pas du tout attendu, assez peu prévisible, et de choisir voilà, des motifs comme ça qui sont quand même totalement surprenants. C'est assez courageux. Il faut bien dire qu'un film qui se propose de commencer par représenter un activisme d'extrême gauche révolutionnaire aux États-Unis, il n'y en a pas eu beaucoup dans le cinéma américain. Ça, c'est vraiment déjà une première chose qu'on peut remarquer pour le film. Je vous parlais au début d'une difficulté de dater le film et d'une drôle de confusion qu'on pouvait avoir avec les années 70 au début. Je pense que vous l'avez vu. En effet, le film prend acte de quelque chose qui ressort du climat politique actuel aux États-Unis, c'est-à-dire que il y a un retour aujourd'hui dans notre présent de ce qu'avaient été des formes de lutte développées, créées dans les années 70. Toute une rhétorique révolutionnaire, tout un activisme, toutes des préoccupations antiracistes, féministes, militantes, etc., qui étaient nées, des formes d'action guérilla qui étaient nées dans les années 70. Les années 70, comme on le sait, aux États-Unis, ça a été un moment de politisation très fort, d'une jeunesse comme ça qui s'est emparée à la fois du contexte qui était contre la guerre au Vietnam,
et toutes ces choses, qui a embrasé les campus liés au groupe de défense des droits civiques. Enfin, il y a eu un bouillonnement politique tout à fait étonnant et des formes de lutte, des façons d'opérer qui ont été développées pendant ces années-là. Une clandestinité, des réseaux clandestins, etc. Et un activisme armé qui a existé dans les années 70 et qui a eu très peu de représentation dans le cinéma américain. Même si le nouvel Hollywood s'en est un peu fait l'écho, il faut aller voir dans un cinéma très très underground comme celui de Robert Kramer par exemple, ou alors une façon dont le cinéma américain a digéré un peu ces mouvements un peu plus tard dans les années 80. On peut penser à un film comme À bout de course de Sidney Lumet par exemple qui regardait ça mais un peu dans le rétroviseur pour toucher un petit peu à ça. Et on peut se demander pourquoi Wes Anderson réactive cet activisme, si je puis dire, aujourd'hui. Parce que déjà, il semble que quand même le contexte politique américain mène à cela. Il y a un climat sur les campus qui s'est quand même très largement politisé. Il y a des mouvements qui se sont constitués, qui sont aujourd'hui très forts, le mouvement Antifa, le mouvement Black Lives Matter, etc., et qui sont des réponses comme ça aussi à l'arrivée de Trump pour son premier mandat. Je ne saurais plus vous redonner la date, mais voilà, il y a 8 ans maintenant, un peu plus de 8 ans, 10 ans, à la tête des États-Unis, et qui a évidemment totalement polarisé la scène politique américaine. Et aujourd'hui encore plus. Et donc le film commence par remarquer qu'il y a des formes d'activisme, un langage, une rhétorique, une pensée militante, activiste, et des réseaux underground qui sont revenus, en fait, qui sont revenus, qui nous viennent des années 70, et ça joue comme ça sur une espèce de surimpression, on pourrait dire, avec ce qu'on connaît, comme ça, ce qui nous revient des années 70. Et ça va être d'ailleurs toute la question du film, moins comment lutter comme dans les années 70, comment faire revivre les années 70, comment réengranger de l'activisme, etc. C'est pas tellement ça, c'est comme le roman de Thomas Pynchon s'intéressait au moment de bascule entre les années 70 et 80, ça va être la question du film ici aussi. Comment à des moments de poussée révolutionnaire correspondent par la suite, ou comment des mouvements de poussée révolutionnaire sont suivis de retour de bâton réactionnaire. Et comment l'histoire, elle est cyclique, comment c'est toujours comme ça en fait. Il y a des moments d'intensité activiste, militante, des périodes pré-révolutionnaires ou de possible basculement ou de montée en intensité comme ça, où on sent que quelque chose politiquement est possible. Et puis il y a un moment où les forces, conservatrices, réactionnaires reprennent la main. Et voilà, c'est cette oscillation que le film va décrire, et en le transplantant comme ça dans la période contemporaine. Quelque chose des années 70 n'est pas mort, mais quelque chose des années 80 non plus, si on assimile les années 80 à la révolution conservatrice de Reagan. Voilà, c'est une espèce de cycle perpétuel où ces deux forces se courent après et n'arrêtent pas de se courir après. Donc ça, je trouve ça assez intéressant comme façon de montrer les choses. Évidemment, il y a des tas de réactualisation en fait de cet activisme. Le film commence tout simplement par une action assez forte qui est celle de la prise d'assaut par le groupe de révolutionnaires, les French 75, je vais s'appeler avec la prononciation bien franchouillarde. En même temps, ils s'appellent French, donc qui prennent d'assaut un camp de l'ICE, c'est-à-dire les réserves de rétention pour les migrants à la frontière mexicaine. Donc il y a cette question de la migration, de la mixité sociale, de la population qui va être très importante pendant tout le film. Mais ce qui est très impressionnant au début d'une bataille après l'autre, je trouve, c'est la façon dont
Wes Anderson met en scène ces actions du groupe French 75 autour de ce personnage extraordinaire qui est la passionnariat Perfidia Beverly Hills. La façon elliptique dont il met ça en scène, par petites touches, hein, en passant très vite d'une action à l'autre, en nous montrant des bribes de scènes comme ça, il arrive à brasser le temps dans un seul et même mouvement. Hein. C'est un film où il y a beaucoup de mouvements de caméra, qui est très mobile, où on voit surtout des déplacements des personnages dans l'espace. C'est assez virtuose sur ce plan-là. Hein. Le film est très impressionnant au niveau de l'action, tout simplement. Et surtout, le premier motif du film, ça va être de lier l'activisme politique radical à la question de la libido. Très vite, dès par exemple l'immobilisation du colonel ou du sergent, non, voilà, de Lockjaw, là, joué par Sean Penn, auquel on ordonne d'avoir une érection, jusqu'ensuite, voilà, l'histoire d'amour entre Perfidia et le personnage joué par Leonardo DiCaprio, appelons-le Pat ou Ghetto Pat, qui est un artificier, voilà, spécialiste des explosifs. Cette histoire d'amour, voilà, interraciale entre une femme noire et un homme blanc. Dès le début du film, voilà, Paul Thomas Anderson met en scène une espèce de conjonction, de rencontre entre voilà, la politique et la libido. Il y a une espèce de grande montée vitaliste qui est mise en scène comme ça, avec, en avançant dans le temps, avec cette extrême virtuosité, cette grande mobilité de mise en scène, et qui mélange voilà, les actions successives. Alors c'est faire sauter le local politique d'un député qui a voté contre l'IVG, c'est prendre d'assaut une banque, siège du pouvoir bancaire américain, etc. C'est toutes ces actions qui sont mélangées à cette passion, à ces espèces de passions débordantes de Perfidia, qui est à la fois une icône politique de l'activisme radical et en même temps une femme tellement surdésirante que ce désir s'exprime partout, tout le temps, à la fois avec ses partenaires clandestins et en même temps avec Lockjaw aussi. Hein, c'est-à-dire que ça déborde jusqu'à Lockjaw. On comprend qu'il y a une espèce de jeu du chat et de la souris qui s'installe dès ce moment-là. Mais voilà, toute la première partie du film est une espèce d'intense montée politico-libidinale qui va en arriver à un point d'inflexion, parce qu'évidemment il y a plusieurs parties et on peut voir ce début de film, ce premier tiers du film, comme une longue introduction pour ce qui va suivre en fait, et qui va plutôt, on va changer de personnage, on va plutôt se concentrer sur le personnage de Leonardo DiCaprio par la suite. Mais quand même, je remarque un montage tout à fait étonnant, une science du montage en fait quand même, qui est assez incroyable pour, dans ces noces de la politique et de la sexualité, de la politique et de la libido, raconter quand même la naissance du bébé, de Willa. C'est un petit peu ça aussi que le film arrive à produire en creusant ce courant vitaliste. Hein, c'est aussi la grossesse de Perfidia et puis la naissance de cet enfant dont la question est très vite, qui est le père, quoi? Est-ce que c'est Bob Ferguson, alias Ghetto Pat, ou est-ce que c'est je l'appelle colonel, je ne sais même plus si c'est son grade, mais disons colonel, voilà, le colonel Lockjaw. Je note d'ailleurs, les comédiens sont tous excellents, mais il y a un petit bonus, moi je trouve, pour Sean Penn, qu'on croyait un peu perdu ces derniers temps. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un bon rôle, et qui là est quand même assez génial, faut bien le dire, dans ce rôle de militaire complètement possédé par un ordre vertical comme ça, à tel point qu'il devient une sorte de pantin désarticulé. Voilà, il est possédé de verticalité, quoi. C'est assez étonnant, avec ses tics et tout. Et sa coupe de cheveux ridicule, il est à la fois drôle, excessif. Il y a une part de grotesque dans l'art de Paul Thomas Anderson, une façon de croquer les personnages aussi. Dans ses films, généralement, on avait parlé de ces films, d'un héritage de Robert Altman et du côté choral de ses premiers films, notamment Magnolia.
Mais il y a toujours eu chez lui, et puis si vous avez vu son précédent film, Licorice Pizza, qui réveillait, qui se passait dans les années 70 aussi, à un moment du choc pétrolier, il y a un goût des personnages secondaires qu'il arrive à amener comme ça, qui sont tous hauts en couleur, qui sont tous des inventions extraordinaires. Ici, je pense, bon, évidemment, le plus dingue, c'est le sensei Sergio, joué par Benicio del Toro, ce prof de judo latino qui est vraiment irrésistible. Voilà, il a une façon d'inventer. Il y en a plein dans Une bataille après l'autre. Bon, tous les partenaires révolutionnaires. Et puis, mais voilà. Mais en tout cas, une question du film, ça va être à partir du moment où il commence vraiment, c'est-à-dire où on revient au présent, 16 ans plus tard, quand Willa, la fille de Perfidia, et Bob est devenue voilà, une adolescente, une lycéenne. Comment on continue la lutte politique et même la vie une fois qu'il n'y a plus la libido, une fois que la jouissance d'agir est partie. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va récupérer donc, les personnages 15 ans plus tard. On sait que Bob a été exfiltré dans une petite ville limitrophe de la frontière mexicaine. Et donc, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est la vie militante, cette jeunesse exaltée, cet activisme voilà, violent, tel qu'il est décrit, une fois que tout ça est retombé. Une fois qu'on est aussi dans le moment du retour de bâton réactionnaire, cette espèce d'histoire cyclique qui se produit et que situe très bien Paul Thomas Anderson dans Le présent des États-Unis. Et là, le film se transforme. De la montée libidinale du début, on a plutôt ce qui va être une sorte de comédie d'action malhabile ou de comédie maladroite où le personnage principal devient Bob et il a le cerveau tellement cramé par la fumette, le corps qui ne suit plus, et les réflexes révolutionnaires d'antan qui ont disparu, que l'action devient tout de suite grotesque, comique, malhabile, maladroite, etc. Et là, le film change complètement de tonalité. C'est comment on va réactiver les réflexes d'un vieux révolutionnaire qui a tout perdu sur le chemin, quoi. Et c'est assez intéressant aussi. Enfin voilà, la deuxième partie du film, elle est très réussie, elle est très drôle. Il y a une idée de génie, je trouve, c'est vraiment une idée extraordinaire. C'est encore une fois dans la caractérisation de personnage, c'est le peignoir, le vieux peignoir crado que se trimballe le personnage de Bob tout au long, et qui est, c'est ce qu'on appelle le personnage du slacker, c'est-à-dire le feignant, voilà, le slacker américain qui est vraiment... Alors ça fait penser au Big Lebowski des frères Cohen, un petit peu, il y a un petit peu de ça, évidemment. On a beaucoup comparé d'ailleurs aussi le cinéma de Paul Thomas Anderson à celui des frères Cohen. Donc voilà, une comédie d'action un peu déglinguée. On parlait d'Odyssée pour les romans de Thomas Pynchon. Là, c'est aussi ce qu'en retient Paul Thomas Anderson, où on peut remarquer que ce qui continue, alors je disais comment continuer à vivre après la jeunesse et la jouissance, comment continuer à militer, comment continuer à maintenir un petit peu cette flamme. Encore une fois, la mise en scène de Paul Thomas Anderson, elle est entièrement tournée vers le mouvement. Ici, c'est un grand mouvement, encore une fois, qu'il s'agit de mettre en scène, qu'on soit du côté de Lockjaw, qu'on soit du côté de Bob ou des autres personnages. Il y a une espèce de ronde, je disais, de chassé-croisé. Enfin, en tout cas, oui, les personnages se courent après. Et la caméra est toujours dans ses trajectoires, ses itinéraires, ses façons de passer d'un lieu à un autre. Il n'y a que des passages dans cette Amérique que nous décrit Paul Thomas Anderson, que des façons de passer ici et là, puisqu'évidemment les personnages se courent après, mais aussi parce que l'Amérique qu'il nous décrit est une Amérique des cercles d'influence et des réseaux parallèles. Bien sûr, il y a le réseau underground, le réseau de la gauche radicale, disséminé sur le territoire, avec sa hotline, avec ses couloirs, avec ses alliés un peu partout. La scène extraordinaire de l'agent quand Bob est capturé par la police et qu'une agente lui fait comprendre que oui, il a le diabète, etc. Enfin voilà, il y a tous ces agents infiltrés dont on comprend qu'ils
sont... Voilà, il y a les ennemis et les alliés qu'on reconnaît, qu'on ne reconnaît pas, etc. Donc c'est une Amérique de réseaux parallèles. Et chaque personnage du film s'inscrit dans un réseau parallèle. Et il faut voir, encore une fois, l'habileté extraordinaire qu'a Paul Thomas Anderson pardon, à mettre en scène cette Amérique de réseau, cette Amérique rhizomatique qui s'enfonce comme des racines sous la réalité. Il y a la réalité et puis il y a toujours en dessous un couloir, un souterrain. C'est génial, il y a l'immeuble communautaire dans lequel habite Benicio del Toro, où il abrite des familles de migrants mexicains. Et puis cet immeuble, c'est vraiment un labyrinthe de couloirs derrière lesquels on passe pour exfiltrer, encore une fois, le personnage de Bob, essayer de lui faire rejoindre un autre endroit. Il y a un faux couvent qui est en fait une culture de weed, enfin de culture de cannabis, où des fausses bonnes sœurs abritent des anciennes militantes. Voilà, les lieux ont toujours plusieurs faces. Il y a toujours le lieu en surface et le lieu en profondeur. Donc il y a les réseaux de la gauche radicale, mais il y a aussi les réseaux réactionnaires, dont cette création tout à fait effrayante et en même temps totalement grotesque. C'est typique de l'univers de Paul Thomas Anderson. Le groupe le cercle d'influence adventiste là, des aventuriers de Noël. Qui sont des blancs suprémacistes, quoi, clairement. C'est un groupe raciste qui cherche à rétablir la pureté de la race blanche et qui sont décrits aussi. C'est très intéressant de voir comme à chaque fois il est question de passage. Il y a le moment où celui qu'on comprend être un peu un homme de main censé régler le problème de Lockjaw débarque comme ça chez une vieille dame, est-ce que je vous fais des pancakes et tout, donc on est dans l'Amérique ordinaire, un petit salon, etc. Il franchit une porte et tout à coup on a un couloir monumental qui l'amène à un autre espace. Voilà, ce n'est que ça le film, hein. Derrière la façade ordinaire, où sont les réseaux parallèles, sur quel réseau parallèle évolues-tu, et à travers ça, Paul Thomas Anderson nous décrit une Amérique intégralement paranoïaque. Alors, on l'a dit, hein, c'est politiquement polarisé. Il y a une paranoïa de gauche qui est celle du pauvre Bob parce qu'il a trop fumé et que la lutte est derrière lui et donc il est toujours dans ce folklore révolutionnaire qui l'envahit de partout. Donc il se méfie des téléphones, il a l'impression d'être surveillé tout le temps. Il regarde quand il y a un copain de sa fille qui sonne, il le soumet à un interrogatoire. Il est complètement dans une espèce de parano enfumé comme ça. Donc ça, ce serait la parano de gauche. Et à ses heures perdues, il regarde La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, qui est une sorte de jalon du cinéma sur la décolonisation et tout. Bon, voilà, donc ça fait partie de son folklore. Et puis il y a les aventuriers de Noël. L'idée d'une race pure, Lockjaw qui est tellement pénétré de verticalité, qui veut absolument appartenir à un projet suprémaciste comme ça. Ça, c'est la paranoïa de droite, quoi. Voilà, cette espèce d'ordre transcendant qui est lui aussi une sorte de délire complet. Et à travers ça, Paul Thomas Anderson nous décrit en effet une Amérique complètement parano, d'un côté comme de l'autre, et une Amérique totalement bipolaire. Voilà, on pourrait dire bipolaire pour jouer sur le vocabulaire de la santé mentale. mais c'est aussi c'est une odyssée subjective, psychologique, et tous ces réseaux sont aussi les réseaux des synapses, les réseaux d'un espèce de grand cerveau américain qui serait un état de tension extrême. Voilà pour ce que... Alors je brasse assez rapidement ces différents aspects du film. J'en place encore un. Je vais parler des mouvements de caméra, de cette espèce de comédie d'action un peu déglinguée, un peu bancale que Paul Thomas Anderson met en place, du climat de paranoïa qui est présent lui aussi, de la multiplicité des personnages, et je dirais de la façon aussi dont toute la fin du film, pour moi, est absolument remarquable. Il met en scène une des plus belles poursuites en voiture qu'on a vues depuis longtemps. Là encore, on a une sorte de condensé de l'art d'Anderson, dans le sens où
bon, on retrouve un espace matriciel de l'imaginaire américain qui est la route. Hein, la route, c'est vraiment voilà, le road movie, c'est plein de choses pour les Américains et pour le cinéma américain plus particulièrement. Et là, le film est devenu, bon, bah, c'est à la fois, on l'a dit un petit peu, hein, a été traversé toute la question de ces forces qui s'opposent, une force, enfin en gros c'est l'antiracisme contre le racisme, et ça va loin parce que ça implique la possibilité du métissage, la scène complètement folle du code génétique, là, du test génétique. Bon, c'est vraiment ça qui travaille finalement la grande question politique américaine. Hein. Est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'il y a une place pour tout le monde ou est-ce que le racisme l'emporte? Enfin bon, ça traverse absolument tout le film. Et puis cette fin où là, bon, la question familiale reprend le dessus. Évidemment, il s'agit pour Bob de retrouver sa fille. D'ailleurs, on pense à encore un film matriciel du cinéma américain que serait La prisonnière du désert de John Ford. Un père va récupérer sa fille en quelque sorte. Il faut que la jonction s'opère entre les deux. Et la façon qu'a Paul Thomas Anderson de filmer cette ligne droite, cette route américaine, cette façon de lui qui n'a filmé que des passages jusqu'à maintenant, de s'engager sur cette ligne droite qui elle-même est courbe parce qu'il n'y a que des dénivelés, des montées et des descentes, et la mise en scène est vraiment géniale parce qu'elle arrive à restituer un vertige très, très profond, un vertige visuel. Hein. C'est assez stupéfiant, on n'avait jamais vu ça auparavant, avec des moyens finalement assez simples, enfin, c'est que des questions d'espace et de rapport dans l'espace. On a un cinéaste qui est un artiste de la courbe, un artiste de l'arabesque, quelqu'un qui trace des courbes, qui opère de manière extrêmement sinueuse. Je ramène aussi le film à des enjeux plastiques comme celui-là, puisque j'ai l'impression que c'est aussi important, intéressant. Il y a la question de la filiation, bien sûr. Hein, le film se termine sur la lettre, voilà, la lettre de la mère qui finit par arriver à la fille. Et on l'a dit, à travers tout ça, l'aspect cyclique du temps que brasse Paul Thomas Anderson, cette succession de phases que serait la vie d'un pays, même la vie d'un pays bipolaire comme l'Amérique, phase plutôt progressiste, révolutionnaire, phase réactionnaire, et tout ça qui se succède. À travers ça, c'est une question de transmission finalement qui traverse le film. La question de qu'est-ce qui va être transmis à Willa? Est-ce qu'il y a un héritage possible des luttes? Est-ce qu'il y a une transmission des luttes qui peut opérer? Et c'est évidemment la transmission de codes, bon, de certaines idées politiques, mais aussi d'un langage. Et l'aspect du langage dans le film, il est tout à fait étonnant, parce qu'on a parlé de cette Amérique qui est creusée de réseaux parallèles, mais il y a aussi ce langage de mots de code qui s'échange, qui fait qu'on se reconnaît, qui sait qu'on est allié ou pas allié, par voilà, des espèces de phrases, de phrases de reconnaissance, quoi, tout simplement, de mots de code. Et ça aussi, ça participe un petit peu du climat à la fois paranoïaque et un peu comique, dérisoire du film. Et il y a cette scène, moi, que je trouve extraordinaire, c'est un super moment du film, c'est Bob, Ghetto-Pat, qui se retrouve avec la hotline Antifa et qui se débat avec un personnage à l'autre bout du fil, un peu réticent à lui donner les bonnes informations parce que le code n'est pas déroulé jusqu'au bout. Mais finalement, qu'est-ce qui va être transmis à sa fille au moment où arrive l'affrontement final sur la route avec les 3 voitures, etc. C'est elle qui lance finalement le mot de code qui doit permettre de reconnaître l'allié ou l'ennemi. Elle tire sur... quand l'adventiste de Noël ne donne pas exactement le bon code, et puis elle ressort le code à son père. Hein, c'est la question de la reconnaissance, encore une fois, et de la transmission qui se greffe sur la transmission familiale. Est-ce que tu es vraiment mon père? Est-ce que je peux te reconnaître comme mon père? C'est ça aussi qui se joue à ce moment-là. Voilà, donc je pense qu'on a traversé pas mal de dimensions du film. Encore une fois, j'ai été très long, excusez-moi. Il y avait beaucoup de choses à dire, c'est un film tellement riche. Je vous passe la parole.
Ma question, c'était qu'on est revenu 4 ou 5 films références. Bon, bien sûr Pontecorvo, bien sûr à bout de course, Lumet, vu que c'était des activistes. Il a parlé de Midnight Run. Je pourrais pas citer toutes les références de Paul Thomas Anderson, mais il y a, pour moi, ça résonne beaucoup avec Eddington qui est sorti cette année, où Eddington nous présente une ville du Nouveau-Mexique. Bon, on est un peu à la frontière avec le Mexique. Ville du Nouveau-Mexique, on suit un shérif qui est joué par Joaquin Phoenix. Et qui a affaire dans sa ville au délitement de toute la communauté en période, parce que c'est le Covid, parce qu'il y a un maire libéral qui essaye de faire construire un data center, et Ari Aster décrit le basculement de ce shérif dans une espèce, encore une fois, de paranoïa politique qui devient une espèce de d'histrion MAGA, trumpiste, et qui finit par employer des méthodes totalement criminelles. Et ce qui est intéressant, je trouve, quand on compare ces deux films, c'est qu'ils montrent tous les deux une sorte d'Amérique contemporaine face à sa tension politique. Et Ari Aster le fait en réinvestissant toutes les armes de l'ambiguïté morale jusqu'au malaise, jusqu'à un extrême malaise, puisqu'on est avec ce personnage de Joaquin Phoenix qu'on voit basculer dans l'extrémisme, dans le complotisme, dans des choses extrêmement rances, et en même temps on le suit, et on a affaire à comme ça une ambiguïté qui ne nous permet pas de trancher, alors que Paul Thomas Anderson, il prend le parti contraire, c'est-à-dire on va réduire toute la question politique américaine à deux camps, à deux forces qui se chassent, qui se tournent autour, qui se harcèlent et qui quelque part avancent de concert. Et on pourrait dire, mais c'est une forme de simplification. Bien sûr que c'est une simplification. Toutes les composantes politiques de l'Amérique ne sont pas réductibles à ces deux forces, mais on peut dire quelque part, l'état de tension aujourd'hui est tel, et la polarisation amenée par la présence de Trump à la présidence des États-Unis a tellement poussé cette division dans ces derniers retranchements que quelque part, elle n'est pas complètement absurde non plus, cette polarisation. Aujourd'hui, on est quand même dans un climat comme ça. Je crois qu'il y a une... Moi, je suis peut-être un peu romantique, mais je vois vraiment à la fin une continuité dans les luttes, parce que j'ai l'impression que la jeune fille part contre les milices de Trump en ce moment, on le sait, qui sont en train de sévir, et il y a une sorte d'entraide justement à chaque fois que les milices sont quelque part, pour dire attention, ils sont là, klaxon, on a vu tous le documentaire dessus, mais justement je vois vraiment la jeune fille partir pour lutter contre les milices de ce qui se passe en ce moment. Moi. Bah oui, quelque chose a été transmis une fois, parce que dans le couvent, elle tire comme sa mère, c'est exactement le même plan. Vous vous rappelez la mère avec enceinte qui tire à la mitraillette, le plan est exactement repris avec la fille. Donc quelque chose est passé, qui se reproduit, si je puis dire. Une deuxième fois, deuxième transmission, le mot de passe Hillbilly, Greenway, etc., elle a fini par l'intégrer et elle le dit, elle le renvoie à son père. C'est assez fort. Et puis à la fin, oui, elle va participer aux manifestations. Les messages radio underground qui arrivent jusqu'à chez eux, elle est mobilisée dans toutes les... Donc oui, quelque chose est passé. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Mais c'est un aspect important du film. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, j'avais rien lu du tout avant, je voulais pas savoir. Et j'ai pas été déçu. Sur le côté des communautés, en fait. Finalement, en fait, le film commence avec la maman, donc noire. Ça finit avec la fille, noire aussi. La place des Blancs dans l'histoire, elle est réduite à, finalement, les horribles Trumpistes du sous-sol des aventuriers de Noël, et puis avec le personnage de DiCaprio, qui en fait est plus le pasteur, en fait, justement. Et au milieu, il y a, je trouve, une place qui est vachement intéressante à la communauté hispanique, qui a un rôle entre Benicio del Toro et puis
l'espèce de tueur à gages, là, Avanti, ils ont quand même un rôle sacrificiel, en fait, où chacun, à un moment donné, ont choisi leur camp, même si au départ, ils ne l'avaient peut-être pas complètement choisi. Benicio del Toro choisit d'aider Leonardo DiCaprio, et ça lui coûte quand même, hein, parce qu'il se sacrifie quand même largement en l'éjectant de la voiture. Et puis le tueur à gages Avanti qui carrément se sacrifie, alors, comme dans un western en fait, hein, pour tuer tous les militaires pour que Willa puisse s'en tirer. Donc je trouve que c'est intéressant, ce positionnement des communautés qui est... Oui, cette cartographie communautaire que le film fait et qui donne aussi des communautés de personnages. C'est-à-dire, à chaque fois, Paul Thomas Anderson tire ses personnages de groupes constitués, et Avanti est un comanche en plus. Donc, bon, voilà, ça complète un peu le tableau. On pourrait, oui, il y a un peu toute l'Amérique, ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, voilà, des grands axes. En tout cas, on peut s'interroger sur quelque chose qui serait est-ce que le film est politique ? Est-ce qu'il prend parti dans le concert actuel, etc. En tout cas, il a été... comment dire, il a été reçu, il y a eu des tentatives de récupération du film par les divers camps une fois qu'il a été sorti, ou en tout cas il a servi un peu de repoussoir aux deux camps qui le brandissaient pour accuser le camp d'en face, des influenceurs d'extrême droite, des personnalités plutôt affiliées à gauche qui reprochaient au film justement d'être un peu confus, de pas vraiment se positionner clairement, etc. Je crois que c'est... En fait, le point de vue militant, le point de vue partisan n'est pas celui de Paul Thomas Anderson, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais est-ce qu'on peut dire que le film est apolitique ou totalement exclu du politique ? Ben non. Ben non, parce qu'il est, selon moi, quand même assez fidèle à la polarisation qui est en train de se jouer, et il se coltine quand même des questions du présent. Alors dans ce présent, on l'a dit, reviennent beaucoup de choses des années 70, mais c'est pas pour ça que c'est pas vrai. Ben oui, il y a des choses des années 70, même des périodes militantes, des périodes révolutionnaires qui n'arrêtent jamais de revenir en fait, hein. C'est une espèce d'histoire au temps long, mais le film jongle un peu avec tout ça. Il mobilise tous ses motifs, tous ses personnages, et il arrive à en faire une sorte de... oui, pas d'épopée, mais d'odyssée, et d'odyssée assez folle, et d'infiltrer une espèce de folie politique aussi, hein, qui se diffuse à travers tous ces personnages. Et c'est là-dedans qu'il est intéressant, justement, en se plaçant entre les partis, non pas en adoptant une position centrale, centriste, c'est pas tellement ça. Il ne joue pas au juge ou il n'administre pas des bons points comme un arbitre, il fait pas ça du tout. Au contraire, il y a quelque chose de très clair malgré tout dans la position politique du film, si on veut le suivre là-dessus. C'est qu'il est plutôt du côté du métissage, de la collaboration entre les communautés, du partage d'un espèce de commun entre personnes de différentes communautés. Là-dessus, c'est d'une clarté totale. Et quelque part, s'il y a un positionnement politique, il est plutôt là. Évidemment, les personnages racistes, ouvertement racistes et suprémacistes dans le film, sont les plus grotesques, les plus ridicules et aussi les plus effrayants. Et un autre rapport qu'on pourrait faire, on avait commencé un petit peu tout à l'heure avec Eddington, pour ceux qui l'auraient vu, c'est que le film Eddington, alors je ne veux pas spoiler, mais disons-le comme ça, le film Eddington se terminait sur une défiguration totale du personnage de Joaquin Phoenix, qui était défiguré, quoi. Et ici, c'est assez étonnant de voir cette rime avec le personnage de Lockjaw, qui est lui aussi complètement défiguré à la fin du film, avec cette espèce de rictus dont un croc dépasse, cet œil... Enfin bon, il y a vraiment un saccage de ce personnage qui est fait, encore une fois, avec sa démarche où il roule des mécaniques, là, une autre façon de louer Sean Penn, mais voilà, donc là-dessus, je pense que le positionnement du film, il peut être décevant pour des militants, parce que c'est assez simple en fait. Je veux dire, le film est clairement au bon endroit, il peut pas... Mais ça l'empêche pas d'éviter tout manichéisme
en appliquant autant d'humour au personnage d'un camp comme de l'autre, en appliquant autant d'attention à ces personnages et en compliquant le tableau sans cesse, parce que Perfidia, oui, couche avec Lockjaw, parce que il y a des croisements finalement, des croisements très subtils qui se font entre les adversaires politiques. Je voulais te demander ce que tu pensais de la disparition du personnage de Perfidia qui part au bout de peut-être 30-35 minutes de film, alors qu'il est extrêmement fort. Et ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, il y a la question quand même du rapport au féminin et au masculin, avec ce personnage de DiCaprio, qui est assez incroyable, mais qui est un personnage masculin dans un film d'action qui finalement n'arrive à rien. Il est censé sauver sa fille, mais finalement elle se sauve toute seule. C'est assez incroyable, enfin, dans le schéma narratif qui est habituel. Et donc il est censé être l'homme fort, etc., le père. Et d'un autre côté, on a ce personnage féminin qui est hyper fort au début et qu'on évacue quand même au bout de 30 minutes. Je veux dire, en termes d'économie de récit, c'est assez étonnant aussi. C'est-à-dire qu'il y a, je dis ça parce que ça a été reproché au film, d'une certaine manière, de se débarrasser d'une certaine manière de cette figure féminine. Ça a été reproché. J'aimerais savoir comment tu l'interprètes. Comment dire ? Je l'interprète comme une façon de créer une ellipse, une rupture dans le récit, tout simplement. Et pas tellement une façon d'évacuer le personnage féminin parce qu'il serait gênant ou qu'on en a rien à fiche des personnages féminins. Non, c'est pas vrai. Il est déjà très fort, ce qui fait qu'il marque, je pense, beaucoup. Et que la séparation est d'autant plus douloureuse que Paul Thomas Anderson l'a fait disparaître dans l'ellipse, mais presque comme une forme d'essence ou de subtilisation du personnage, qui n'est pas une évacuation, parce qu'elle ne cesse jamais d'être présente par la suite. C'est-à-dire qu'elle flotte quand même, une aura qui est là, on parle d'elle, même les activistes ont un avis plutôt négatif sur elle parce qu'elle a donné des noms, mais en même temps, qui ne donnerait pas des noms quand l'administration et l'armée met la main sur vous et vous fait peser des chantages comme ça. Donc je pense qu'elle reste présente, et puis surtout... c'est pas complètement vrai parce qu'il y a un relais qui s'établit avec Willa, c'est-à-dire que tout l'objectif du film c'est de la faire renaître dans Willa, c'est de la faire réapparaître et ressurgir dans le personnage de sa fille, hein. C'est la transmission dont on a parlé. Donc moi ça m'a pas particulièrement bloqué l'accès au film. Je pense c'est vrai que la star c'est DiCaprio et que quelque part le film ayant le budget qu'il est, je crois qu'on connaît le cachet de DiCaprio aussi, 20 millions voilà, je crois que c'est ça. Bon évidemment ça c'est de la production value, évidemment que le film va être centré autour de DiCaprio, mais ça c'est de l'économie structurelle, hein, si je puis dire. Donc mais je pense pas que le film soit aussi négligent envers ces personnages féminins. Il y en a beaucoup, ils sont très marquants. Mais je voudrais juste pointer le focus sur les derniers moments où on voit Perfidia. C'est-à-dire celui où elle s'échappe de cette espèce de maison où elle est censée être relogée par le service de protection des témoins, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle s'évade, elle part. On ne sait pas exactement où elle part, mais on la voit comme ça dans la nature, incognito, mettant un masque. Ça nous fait dire, tiens, on est à la période du Covid, c'est quelques informations temporelles qui nous permettent de nous repérer. Il n'y en a pas tant que ça. Le film est assez flou au niveau de la datation, même si on se repère. Mais voilà, juste pour dire que ces derniers plans en font une sorte de... Voilà, elle se subtilise, elle s'envole, et elle devient comme une sorte d'entité. C'est là où l'iconisme fonctionne encore plus, parce que quelque part, elle est devenue irrepérable, et je trouve que c'est encore plus fort. Et quelque part... de l'attention et pour un personnage fort, un personnage dont est amoureux la mise en scène. C'est pas forcément du temps de durée à l'écran ou du temps de présence à l'écran. C'est pas seulement un chiffre comptable. C'est aussi des fois il s'agit d'une scène pour qu'un personnage soit plus marquant que les autres. Hein, c'est pas tant comment on va et je trouve que là c'est le cas. Oui, par rapport au personnage de Perfidia. Alors, quand même, elle s'appelle Perfidia. Elle attire à elle des blancs. Elle tue une personne qui est un noir, en fait, dans la banque.
Et vous avez raison, ce côté, à un moment donné, effectivement, elle s'évapore, elle devient un petit peu une icône. Mais en même temps, du coup, l'icône, ça forcément se traduit par certains considèrent que c'était une balance, une traître, notamment à sa communauté, hein, pas seulement la communauté des... Le seul qui dit que c'était une héroïne, c'est Leonardo DiCaprio. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le truc est quand même complètement ambigu sur ce... En tout cas, il y a un truc très intéressant que le film souligne, et c'est toujours intéressant. Je trouve que c'est les sous-bassements du racisme. Et c'est des sous-bassements sexuels. C'est-à-dire, c'est une frustration sexuelle, une attirance non reconnue ou une mise en compétition voilà. Mais il y a cette idée qu'on peut retrouver dans d'autres films d'ailleurs. Je pense à Mandingo de Richard Fleischer ou d'autres, et qu'il y a sous le racisme un complexe de nature purement sexuelle. Et là, dans le personnage de Lockjaw, c'est très bien travaillé. Je trouve que c'est assez explicite, en tout cas. Est-ce que vous pourriez revenir sur les conditions de la production, de passer de cinéma indépendant comme ça avec une grosse production? Comment ça s'est passé? Oh je connais pas les secrets et les mystères de. Enfin, je pense que les derniers films de Paul Thomas Anderson avaient dû convaincre les gens du studio. Je sais pas exactement comment ça s'est produit. Hein, c'est juste que voilà, il a eu accès à une production de studio. Donc là, c'est produit par la Warner. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il arrive à obtenir un budget comme ça? Je pense que c'est sa réputation. Il a maintenant 30 ans de carrière derrière lui. Il a eu des films très remarqués. Voilà, je crois que... Il avait jamais tourné avec DiCaprio, non Il avait jamais tourné avec DiCaprio, non. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu comme Scorsese aussi, c'est que le nom de DiCaprio peut amener quand même un financement? Oui, est-ce que c'est en convaincant la star? Non, ça je saurais pas dire ce qui a permis de bloquer ou de débloquer la production, mais en tout cas voilà, je sais plus ce que j'avais lu comme quoi c'est une relation peut-être avec un producteur de chez Warner qu'il a connu étant jeune et qui finalement des années plus tard lui a peut-être permis de débloquer ce budget, mais bon, le fond de l'affaire je ne saurais pas vous le dire. Mais oui, je pense que c'est intéressant pour tout cinéaste de s'essayer comme ça une fois. Je pense que l'indépendance c'est une chose qui permet d'avoir des marges de liberté assez importantes, mais s'essayer aussi à un gros film de cette ampleur-là, c'est intéressant, d'autant plus que Anderson n'a pas vraiment, il n'a pas fait un film hyper commercial non plus. Enfin, je pense que le film a plein d'attraits et plein d'intérêts, etc. Mais il n'a pas renié ce qui était son œuvre auparavant pour faire ce film. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, un blockbuster assez inédit, qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres, en tout cas. Dans le champ des films à gros budget. Merci d'être resté jusque-là, en tout cas. Merci Mathieu. Merci. Et juste redire que vous avez la bande-annonce, mais dimanche prochain, en fait, on enchaîne avec Nouvelle Vague, donc le film de Richard Linklater que tu présenteras. Voilà. On recommence dimanche prochain. Voilà, on se quitte plus et voilà, c'est l'histoire du tournage d'À bout de souffle par un Américain.